Ok Greg, dis-moi un peu du coup, qu'est-ce qui te ramène dans ce monde du poker? Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Et bah déjà, je viens m'amuser, parce que le poker, c'est quelque chose qui m'amuse. Quand j'avais arrêté la compétition, il fallait quelque chose qui me stimule. Et avec ce jeu, ça fait battre mon cœur, tac, 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 tac. Ça m'excite. Et puis voilà, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Au début, je faisais un peu n'importe quoi. J'avais acheté le poker pour les nuls. Effectivement, bon, ça... je suis pas allé très loin avec ça. Et puis vu que j'aime bien exceller dans ce que je fais, en tout cas optimiser les choses, j'ai fait appel à tes services pour me coacher. Et voilà, avec Hugo, donc voilà, mon niveau il a bien augmenté. Je ne serai pas milliardaire demain, mais bon, l'idée c'est de continuer à progresser à mon rythme et puis de kiffer. Donc là, je suis très content de venir à Namur avec toi aujourd'hui. Et on va jouer tout à l'heure d'ailleurs encore. Donc on a bien révisé. Je suis chaud patate, je suis éclaté, parce que c'est un sport qui est très fatigant. Il faut être très concentré. Donc je le prends un peu aussi comme un sport, effectivement. Ouais. C'est un sport très cérébral et qui est passionnant avec la multitude d'options qui nous est présentée. C'est super. Yes, et un truc que j'ai vu, c'est que tu as un jeu qui est quand même très sérieux, dans le sens où tu es assez discipliné sur ce qu'on dit et ce qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a aussi, hier on était en live, et donc il y a les joueurs qui l'ont notifié et qui m'ont dit ouais, solide Greg, quoi, t'arrivais à faire les bons folds quand il fallait. Et ce qui est super cool, c'est que là on a revu la session, on a mis des axes pour la session de ce soir, et naturellement, je sais que du coup tu vas les mettre en application, t'arrives bien à appliquer et à enclencher. Ouais, moi j'ai toujours été un bon petit soldat, j'ai mon professeur qui me dit les choses, donc je l'ai fait. Donc même si on a 20 ans de différence, peu importe. Toi tu es le sachant et moi je suis l'apprenti, donc tu as quelque chose à m'apporter, donc j'écoute et puis je te fais confiance. Mais après oui, je suis quelqu'un de très rigoureux et je vois que dans ce sport, dans cette discipline, c'est quelque chose de très important. Est-ce que je vais arriver à être très bon joueur de poker? Je ne sais pas, mais tant que je prendrai du plaisir, je pense que je progresserai doucement et c'est ça le plus important. Yes, c'est de l'épanouissement intellectuel, de découvrir, d'apprendre plus, et l'objectif c'est d'avoir une progression qui est constante et de toujours avancer, donc c'est génial, même si t'as pas d'objectif professionnel, d'avoir la passion, la compétition et le truc vraiment vibrant. On est avec Greg, on est avec Antoine. Ça. Donc vas-y, pareil, dis-nous toi un petit peu le poker, comment t'es tombé dedans et... À peu près au même moment que Greg, on s'est rencontrés comme ça. C'était une période de ma vie où c'était un peu le vide, je m'emmerdais un peu, et du coup il y a un groupe d'amis qui a été formé avec Avner, toute la bande, on en reparlera. Et on se voit assez fréquemment. Au tout début, moi c'était vraiment une excuse le poker, pour aller voir des gens, faire connaissance. Donc j'étais vraiment le gros fiche qui faisait n'importe quoi, qui comprenait rien. Et c'est vrai qu'à force de jouer, j'ai senti un peu de loin de mon petit niveau la complexité, c'est-à-dire le langage, ce qui se passait, et puis en plus comme on apprenait à faire connaissance avec ce jeu-là, il y avait un peu les jeux de bonhomme, et du coup ça a commencé, j'ai commencé à être au moins autant fasciné par le sport que par les gars, et voilà, et j'essaye de progresser depuis, je fais beaucoup d'erreurs, mais ouais, il y a la complexité du truc me fascine, et rien que le peu de conseils que vous me donnez là, depuis le début, je vois le jeu différemment, je le ressens différemment. Alors c'est éprouvant, la session d'hier par exemple, c'était éprouvant parce que je jouais un peu contre mes réflexes, donc c'est très fatigant, mais par contre ça permet de... il y a une conscience qui s'ouvre en fait au fur et à mesure. C'est plus ça qui me fascine que l'idée de gagner de l'argent. Alors l'avantage à terme de gagner de l'argent avec, c'est que tu peux jouer plus souvent, parce que c'est vrai que si tu perds tout ton PEL là-dedans... Bien sûr, c'est jamais le but. Donc comme j'ai envie de jouer le plus longtemps possible, peut-être qu'à un moment être rentable dedans, voilà, mais c'est pas ça l'idée en tout cas. C'est vrai que quand une passion te rapporte de l'argent, c'est cool quoi. Ouais. Parce que typiquement tu fais une passion pour de la motocross, tu vas en perdre de l'argent, alors que là au poker si tu peux en gagner, c'est cool parce que comme tu dis tu peux jouer plus longtemps, ça te coûte rien et intellectuellement tu découvres des stratégies et plus tu avances dans le jeu, plus tu découvres des trucs et plus tu as envie d'aller encore plus loin, tu vois. Ouais. Parce que tu dis attends mais genre là je peux faire ça avec ça, c'est trop ouf. Moi je trouve que c'est insane quoi. Ouais, j'adore. Okay. Et ce que je trouve super cool avec vos deux profils, c'est que vous avez tous les deux des personnalités très différentes. On se complète bien. Et du coup, une approche du poker qui est vraiment différente, avec des forces différentes. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, ouais, lui c'est le foufou. C'est vraiment. Antoine, il est là pour en foutre partout de base. Oui. Moi je suis plutôt carré, mais ce qu'il y a, c'est que là on est pré-game, et puis ce soir, je vais vous prendre votre oseille. On attend de voir ça. Hein je vais me rembourser de ta formation. On attend de voir ça.
Donc comme vous avez pu le comprendre, Tu peux le voir, on connaît Namur. le mur de Namur, le fameux mur blanc de Namur. Ah bah oui, vous reconnaissez. Comme vous pouvez le voir, l'autre, il n'y a rien derrière. Il est chaud, Greg. Donc on est à Namur. J'ai décidé du coup qu'on a décidé vraiment de venir ici pour s'immerger et les immerger au maximum dans notre monde qu'est le poker. Parce que vous n'aviez pas une expérience du cash game live qui était Très intense. très développée. Et donc l'objectif c'était vraiment de se plonger dans des tables, aller jouer. On a joué hier, vous allez voir toutes les sessions. Et on va jouer là ce 7 soir. heures, 7 heures. Des grosses sessions. Vous allez voir tout ça, mais en tout cas l'objectif c'est vraiment de se plonger dedans, vous ramener, vous faire vivre les émotions que ça implique, et je pense que vous avez déjà bien vibré. Ouais, clairement. Et allez voir mon fabuleux jeu d'acteur Avec le sur ma père paire d'as. La paire d'as. Je crois que c'est mythique. Hein. Même Gareth Edelstein à côté, il est resté avec les grands yeux. Quoi. Bah, il comprend pas ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est fabuleux, un acting fabuleux. Plus belle main de la soirée. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo, amusez-vous bien. Let's go. Un point du coup vraiment important, c'est que chaque erreur, chaque déviation, chaque adaptation de l'adversaire, on peut en tirer profit. Typiquement, si on part du principe que les joueurs vont beaucoup agresser les limps parce qu'ils estiment que c'est de la faiblesse, on va limp des mains très fortes pour les punir. Au bout d'un moment, ils vont comprendre que nos limps sont forts. Et du coup, ils vont avoir une adaptation qui va être de jouer conservateur contre nos limps. Mais ça aussi, c'est une erreur. Et en fait, ça aussi, c'est leur adaptation. Et on va la punir parce que du coup, ils vont nous laisser aller voir des flops facilement. Et donc, on va limper plein de mains faibles pour aller voir des flops facilement. Et en fait, au poker, chaque estimation de l'adversaire, chaque adaptation de l'adversaire, on peut la punir d'une manière. Genre, tout est punissable. Le mec, il bluffe trop, et ben on protège nos ranges justement pour avoir des mains très fortes et qui s'empalent avec ses bluffs. Le mec bluffe pas assez, et ben du coup, on va fold directement dès qu'il mise, et comme ça, il va pas pouvoir rentabiliser. On commence en douceur la session avec cette première main. Greg a As-10 dépareillé au hijack, il décide de relancer à 14 €. Il y a Loris au bouton qui décide de call avec 8 et 9 suités. Et Hugo en grosse blinde qui découvre Dame 10 suité et qui décide aussi de call. Jusqu'à là, tout va bien dans la main et il se retrouve à 3 sur un flop As 4 6. C'est un board qui favorise largement Greg, étant donné qu'il fait une top pair. Mais pour autant, et dans ce spot, il décide directement de continuer l'agression et de miser 24 €. Pour autant ici, c'est pas vraiment le play optimal. Parce que ce qui est intéressant sur ce flop, c'est qu'il est absolument pas dynamique. Et donc Greg n'a pas peur de grand chose. Il a sa top pair, et quoi qu'il en soit, à la turn, ça va rester une top pair. Il n'y a pas énormément de cartes qui lui font peur, il n'y a pas énormément de tirages, et pour autant, les adversaires percutent assez peu ses ranges. Donc c'est un flop où ça sera beaucoup plus intéressant de checker pour laisser soit les adversaires miser en bluff, soit les laisser toucher une carte à la turn pour ensuite pouvoir prendre de la value. Surtout que notre main reste limitée en termes de force, le montant qu'on va pouvoir mettre au milieu est limité, et donc il n'y a vraiment pas besoin de se presser pour mettre de l'argent dans le pot. Au final, face à sa mise 24 €, comme vous vous en doutez, les deux adversaires décident de fold. On enchaîne avec la main suivante, cette fois-ci du point de vue d'Antoine. Il y a Lucas qui décide de relancer au hijack avec As-4 dépareillé. Il relance 14 €, clairement c'est une relance qui est très large et très déconseillée. Antoine, qui est en small blind, décide de call avec Roi-Dame suité. Ici il aurait pu soit relancer, soit call. Les deux options sont assez correctes, et il se retrouve finalement en heads-up sur un flop Roi-3-2. Là-dessus, Antoine n'a pas d'intérêt à reprendre l'initiative.
Le mieux, c'est de juste checker et laisser l'adversaire faire son continuation bet et mettre l'argent dans le pot. C'est ce qu'il décide de faire, plutôt bien joué de sa part, il check, et là, Lucas décide aussi de check. La turn est incroyable pour Antoine parce que c'est une dame qui lui offre une double paire, et ce qui est intéressant, c'est qu'il voyait déjà Lucas comme un joueur qui était assez agressif, et pour ces raisons, il décide ici de check pour le laisser miser et le laisser bluffer. Ce qui pour le coup est plutôt une bonne adaptation. Et ça marche parce que face à son check, Lucas décide de miser 14 € en bluff. Antoine continue de suivre son plan et il décide de call, et la river tombe un roi de trèfle qui lui donne le full max. Ici, le play le plus naturel après avoir joué comme ça, si on estime que Lucas a des bluffs, c'est évidemment de checker pour laisser Lucas continuer à bluff. Et là, Antoine fait quelque chose d'assez particulier. Il décide de reprendre l'initiative sur ce roi et de miser. Et le coup était vraiment bien joué de sa part depuis le début, mais là, il fait vraiment une grosse erreur. Parce que la mise river n'a absolument aucun intérêt. Dans tous les cas, si Lucas a une bonne main, il va continuer à miser. Par exemple, s'il a une main comme roi 10, roi valet, eh bien, il va miser à la river, et Antoine va pouvoir relancer et prendre encore plus de value. Et en plus de ça, en checkant, il lui laisse l'opportunité de bluff, et donc de s'empaler et gagner encore plus d'argent. Antoine décide donc de reprendre l'initiative sur cette river et de miser 30 €, et donc évidemment, Lucas, face à ce bet, décide de fold. C'est assez dommage parce qu'on aurait vraiment pu prendre pas mal d'argent en plus en laissant Lucas bluffer. Et finalement, après quelques minutes, on se retrouve dans une main qui va nous réunir tous les trois. L'action commence avec Antoine qui décide de relancer 14 € avec roi 4 dépareillé au cutoff. Clairement, c'est une erreur de sa part, c'est absolument pas dans les ranges, et il aurait juste dû folder préflop. Et c'est justement le problème d'Antoine, c'est qu'il a une bonne analyse de jeu, il comprend le jeu, il apprend vite, mais par contre, il a ce manque de discipline, là où, au contraire, Greg a une grosse force là-dessus et est capable de respecter les ranges. De mon côté, je découvre les valets au bouton, et donc assez naturellement, je décide de relancer en value. Je relance à 34 €. Je sais que Antoine est assez calling station, et typiquement, s'il a des mains comme roi 8, roi 9 dépareillé, roi 10 dépareillé, eh bien si je lui mets pas trop cher, il va avoir tendance à trop call et aussi à faire des erreurs post-flop, donc j'ai vraiment envie d'en profiter et de ne pas lui faire trop peur en relançant trop cher. Et derrière, il y a Greg qui se réveille avec roi dame dépareillé en small blind. Encore une fois ici, c'est un pur fold de sa part. À la limite, il aurait peut-être pu me revenir dessus en bluff, et encore c'est quand même très large, ça aurait été plutôt un move exploitant. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment un problème de discipline, c'est plus un problème de connaissance. On n'a pas encore eu le temps de réviser ces ranges de défense à froid face à un 3-bet, mais l'idée c'est que j'ai une range qui est vraiment très forte. Je vais avoir toutes les paires de 9+, les rois dames suités, roi dame off, les as dame, as roi, des mains qui dominent vraiment la sienne. En plus de ça, il va être hors de position. Il y a Antoine qui va souvent payer derrière et donc il va se retrouver en sandwich. Au final, après son call, Antoine décide de fold, ce qui est assez logique étant donné que sa main, elle était quand même très faible. Et encore une fois, c'est dommage parce que il perd 14 € dans ce spot à relancer une main qu'il n'aurait absolument pas dû jouer. Et je me retrouve en heads up contre Greg sur un flop as roi 5 avec 3 cœurs. De mon côté, j'ai ma paire de valets avec mon cœur, donc c'est pas exceptionnel. Et de son côté, Greg a roi dame avec la dame de cœur, ce qui est plutôt sympa pour lui. Là-dessus, il décide de check et de me laisser l'initiative. Et ici, je vais faire un move qui est assez particulier. Je vais aller explorer une faiblesse de Greg, qui est assez naturelle étant donné qu'il est encore trop nouveau dans le poker, c'est qu'il va pas avoir des ranges de check-raise vraiment développés. C'est-à-dire que quand il va faire face à des petites mises, il va pas se défendre avec assez d'agression, il va avoir une défense un peu trop passive. Et donc ici, je décide de miser 26 € en me disant que s'il a des mains comme As-Roi ou des couleurs floppées, il va très souvent me revenir dessus, mais par contre, que s'il a des mains plus faibles, ou alors des tirages, ou alors des mains comme 10-10 avec un cœur par exemple, eh bien il va les jouer assez passivement et juste les payer. Et comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction avant la session, au poker, chaque erreur est punissable, et il faut toujours aller faire des actions qui punissent les erreurs de l'adversaire. Par exemple, si je check, quand il a un bluff, eh ben il va assez naturellement me bluffer à la turn, alors que par contre, quand je mise, eh bien il va plutôt le jouer passivement en call. Ça va me permettre de pouvoir checker la turn, réaliser mon équité et avoir la chance d'aller toucher un cœur, ou alors de bluffer sur des cartes qui m'avantagent. Face à cette mise, il décide assez rapidement de call, et on se retrouve sur la turn qui est un 9 de trèfle. Ici, sa range est assez forte. Les seules mains que je pourrais potentiellement faire fold qui me battent, c'est des mains comme roi-dame et paire de dames. Et j'ai pas vraiment besoin de miser à la turn pour les faire coucher, je peux très bien checker la turn,
Comme ça, à la river, il sera plutôt honnête. Typiquement, s'il a une main comme As-Dame, il ira miser la plupart du temps. Et comme ça, je pourrais potentiellement mettre de la pression s'il check. De son côté, la main est jouée assez normalement. Comme d'habitude, je prends mon temps, je réfléchis aux potentialités de bluff, et puis je décide de check. Et river tombe une dame. C'est une carte qui est très mauvaise pour moi et qui renforce grandement sa range, parce que maintenant, absolument toutes les mains qu'il a call pré-flop sont très fortes. Il y a As-Dame qui fait double paire, paire de dames qui fait brelan, et Roi-Dame qui fait aussi double paire. Les seules mains faibles qu'il peut avoir dans sa range, c'est des mains comme 10-10 par exemple, mais c'est des mains que je bats déjà. Et donc ici, vraiment pas d'intérêt à miser, pas d'intérêt à bluffer, je décide de check. Et de son côté, il lui retourne Roi-Dame dépareillé et gagne le pot. Si on commente la main de son point de vue, je trouve que c'est joué de manière plutôt standard, à part le pré-flop où c'est clairement un call beaucoup trop large. Au flop, il a joué la main comme il fallait, à la turn aussi, et à la river par contre j'aurais plutôt conseillé un value bet, surtout que c'est une carte encore une fois qui renforce énormément sa range, et donc ça va vraiment pas me donner envie de bluffer, donc j'aurais plutôt misé pour value tout ce qui est As-10 suité, As-Valet suité, As-8 suité, As-7 suité, et tous les petits As que je peux avoir dans ma range et que j'aurais joué exactement comme ça. De son côté, Greg joue bien solide et monte des sous en gagnant quelques pots, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un spot bien compliqué. Il se retrouve avec une paire de 10 en début de parole et décide de relancer à 16 €. Ce qui est complètement ok, et Adrien au hijack décide de relancer à 32 €, à savoir que Adrien, il avait gagné pas mal de pots dans des variantes du poker un peu fou qu'on faisait pour le délire, et donc étant donné qu'il était bien positif sur la session, il était assez chaud pour en foutre partout et mettre pas mal de bluffs. Pour le coup, sa relance de 32 € sert pas à grand chose. En général, on va faire aux alentours de 3 fois la relance quand on est en position sur l'adversaire et 4 fois la relance quand on est hors de position. Le problème de relancer seulement 2 fois la mise, c'est qu'on offre la possibilité à l'adversaire de call absolument toutes ses mains sans faire d'erreur, étant donné qu'il va juste avoir les codes directs. Face à ça, Greg décide de call et il se retrouve en heads up sur un flop Dame 9-3. Pas excellent pour Greg. Dans tous les cas, il n'a pas d'intérêt à reprendre l'initiative, il décide de check. Et Adrien, de son côté, décide aussi de check. La turn tombe un 8 de carreau. Ici, Greg est plutôt bien parce qu'en général, si Adrien avait une paire de dames, il aurait souvent misé au flop. Pour autant, c'est un joueur assez large, il a pas mal de mains dans sa range que Greg domine. Il y a aussi les As-Roi qu'il a complètement dans sa range et Greg est devant ces mains-là. Et donc Greg décide de miser en value pour 32 €. Ce qui est plutôt bien joué de sa part. Et là, Adrien, instantanément, décide de relancer à 100 €. Ce qui est assez intéressant, c'est vraiment la vitesse de relance qu'Adrien a utilisée est assez intéressant. Cette vitesse de raise représente énormément de faiblesses pour 2 raisons. Premièrement, si Adrien avait une main comme Valet 10, 9-9, 8-8, et qu'il était quasiment nutsé, eh bien, il irait réfléchir au sizing optimal pour tout prendre à Greg. Il n'irait pas vraiment s'amuser à relancer aussi vite, il prendrait son temps pour prendre sa décision. Deuxièmement, quand un joueur a une main très forte, eh bien en général, de manière complètement naturelle, il va vouloir prendre son temps, réfléchir pour que l'adversaire en face puisse s'imaginer qu'il a un bluff. On veut pas relancer vite, parce que relancer très vite comme ça, d'un point de vue complètement premier degré, ça représente de la force. En mode, bah voilà, on est confiant, on n'a même pas besoin de réfléchir, on relance. Et donc, ce qui va se passer en général, c'est que au poker, les joueurs qui jouent très vite vont jouer très vite pour représenter de la force, et au final ça va très souvent être des bluffs. De la même manière que pour ceux qui ont un peu d'expérience, quand un joueur réfléchit un long moment et finit par faire allez, go all-in, et bah c'est 100% du temps une main forte, parce qu'un joueur qui a vraiment un bluff va plutôt vouloir agir avec de la confiance. Enfin bref, tout ça pour dire qu'une relance aussi rapide représente en général plutôt un bluff. C'est pas une vérité absolue, mais c'est une tendance générale qui est quand même assez souvent vraie. De son côté, Greg décide de call. Par contre, il décide de call beaucoup trop vite. C'est très important dans ce genre de spot de prendre son temps et de réfléchir à quelle est la décision optimale. En plus de ça, il donne une indication qui est très forte en collant aussi vite. C'est que si lui-même avait une main comme Valet 10, 9-9, 8-8, a priori, il réfléchirait à pourquoi pas sur-relancer. Et donc quand il call aussi rapidement, en fait, il indique qu'il a une main qui est plutôt moyenne faible. Quoi qu'il en soit, Greg décide de call, la river tombe un 6 de trèfle, Greg décide assez naturellement de checker, et Adrien réfléchit un petit moment, et puis il décide de prendre 300 € et de les balancer au milieu. Encore une fois, c'est un move qui représente
beaucoup de faiblesse. Ça représente de la faiblesse parce que quand un joueur a la meilleure main possible, il ne va jamais miser un montant complètement aléatoire sans même regarder le stack de l'adversaire. Quand un joueur a la meilleure main, son objectif c'est de tout prendre, il va regarder combien l'adversaire a et comment il peut maximiser son profit. C'est quelque chose que vous allez pouvoir observer aux tables si vous êtes attentif quand un joueur décide de miser très cher en se laissant juste un petit peu derrière ou laissant juste un petit peu à son adversaire derrière, eh bien la majeure partie du temps, c'est un bluff. Forcément, Greg n'a pas encore l'expérience nécessaire pour avoir ce raisonnement, et donc face à cette mise, il réfléchit un long moment, et puis il décide de fold. Ce qui est pour le coup un fold qui est vraiment compréhensible parce que ça représente beaucoup de force de la part d'Adrien. Or, ce qui est timing, direction du regard et taille de la mise, si on regarde la chose de manière purement factuelle par rapport à la séquence de bêtes, ça représente vraiment beaucoup de force. Il y a très peu de bluff dans ce spot et donc je comprends complètement le fold de Greg et sans ces informations externes, j'aurais aussi fold le spot. Petit dinner break et on se retrouve pour le deuxième round. Les gars, si vous êtes en train de kiffer cette vidéo, pensez à lâcher un gros like et surtout à vous abonner. Comme d'habitude, on a plein de projets qui sont en cours, plein de choses qu'on va partager ensemble sur cette année 2023, donc soyez présents. Allez les gars, petit dinner break, on va tous recharger les batteries et bien manger et on se retrouve pour le deuxième round. D'ailleurs les gars, si vous êtes en train de kiffer cette vidéo d'un point de vue technique, eh bien sachez que vous pouvez accéder à 1 heure de coaching complet, et ça de manière complètement gratuite en cliquant sur le lien qui est dans la description. On reprend la session et on commence avec Greg qui a 10 et 9 dépareillés au bouton. Là-dessus, il décide de call, c'est-à-dire de limp. De base, c'est plutôt un open, mais pourquoi pas. Et là, Michael se réveille en small blind avec une paire de dames. Il décide de relancer directement à 18 €. Adrien décide de fold, quel exploit de sa part. Et Greg décide de call avec 10 et 9 dépareillés. C'est un call qui peut paraître assez large, mais il faut savoir qu'on avait mis un jeu en place, c'est que quand la small blind gagnait un coup, elle remportait de l'argent en bonus, et donc ça faisait que les joueurs en small blind étaient très agressifs et jouaient vraiment toutes les mains. Donc dans ce scénario, le call avec 10 et 9 dépareillés en position fait vraiment du sens. Le problème, c'est qu'étant donné que toutes les small blinds agressaient tous les coups, et bah Greg ne pouvait pas se douter que Michael, il avait une paire de dames en main. Au final, il se retrouve à 2 sur un flop 8-7-2 avec un tirage couleur. Michael est vraiment très bien avec son overpair et Greg est vraiment pas mal non plus parce qu'il a un tirage quinte par les deux bouts et un backdoor flush et tout ça lui donne quand même 43% d'équité. Michael décide de miser 30 €, Greg décide de call assez tranquillement, la turn tombe un as, c'est une carte qui peut vraiment faire peur à Michael et pour autant il décide de continuer à miser et mise 100 €. Greg instantanément balance les choix au milieu et décide de call, et river tombe le 2 de cœur. Sur cette carte, Michael décide de check, et là, ce qui est bien, c'est que Greg représente absolument la couleur, parce qu'il aurait joué toutes ces couleurs comme ça en jouant de manière assez passive, et en callant flop et turn assez rapidement avec pas mal de confiance, et pas vraiment de décision de sur-relancer. Michael, de son côté, comprend que c'est une carte dangereuse et décide de check. Et là, de mon côté, j'espère juste que Greg prenne le bluff. Il réfléchit, il regarde le stack de son adversaire, il regarde ses jetons, et après un moment de réflexion, à re-regarder ses cartes, il décide de miser 70 €. C'est une mise qui est hyper intéressante, parce que c'est une mise qui représente très peu de bluff, et donc j'aime vraiment bien le sizing. Surtout que Michael, c'était un joueur qui réfléchissait assez bien, et qui cherchait vraiment à prendre les meilleures décisions, et donc c'est le genre de mise qui va très bien marcher contre ce genre de joueurs, contre la jugeote, et qui vont prendre ça pour énormément de force. Parce qu'en réfléchissant, on peut vraiment se dire que si Greg avait vraiment un bluff, il irait miser plus cher, et il s'amuserait pas à faire une petite mise comme ça. Là-dessus, Michael hésite un long moment, il hésite à fold, il prend les cartes dans ses mains, et puis après un moment de réflexion, il retourne sa paire de dames et fold, et Greg claque son bluff sur la table. C'était vraiment très bien joué de sa part, il a vraiment compris que c'était une carte qui rentrait dans sa range, il en a profité pour bluff, et en plus de ça, il a utilisé un sizing qui est vraiment intéressant, certes très exploitant et assez dangereux à manipuler, mais ça reste très intéressant au vu de la situation, et ça a parfaitement marché. Après ce bluff bien sympa, on enchaîne avec une main complètement légendaire de la part de Greg. Et donc pour vous faire vibrer comme j'ai vibré pendant la session, eh bien on va cacher les mains de Greg. Il y a une option à 8, Greg de son côté est au cut-off et décide de call 4. Là le croupier lui explique qu'il faut mettre 8 et que c'est 8 le minimum pour call. Greg demande s'il peut retirer les 4 qu'il a déjà mis
et le croupier lui dit que non. À ce moment-là, quand Greg décide de mettre les 8, eh bien toute la table comprend qu'il n'a une main qui n'est pas très forte, parce que s'il avait une main forte, il aurait mis les 8 sans souci, a priori sans se poser de questions. Et donc il y a Adrien en small blind qui décide de prendre cette opportunité et il lui met un parpaing, il le relance à 120 €. Je n'ai pas compris pourquoi il a mis si cher, mais Adrien il était vraiment chaud et il lui a mis une grosse pression là-dessus. Et là, il y a Loris en grosse blinde qui a roi dame dépareillé, qui je pense a conscience de la dynamique et de ce qui est en train de se jouer, qui décide donc de partir à tapis avec roi dame dépareillé et de all-in pour 424 €. Et là, Greg se met à hésiter. Et moi je me dis attends mais pourquoi il est en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi ce spot? En plus de ça, il avait l'air vraiment premier degré, il avait pas l'air de faire de l'acting quand il a hésité. Et je suis en mode mais attends mais qu'est-ce qu'il fait? Genre, je comprends pas ce qui se passe. Et là, Greg balance genre 500 au milieu pour call. Adrien, évidemment, décide de fold. Et là, Greg retourne une paire d'as. Il nous avait fait un jeu d'acteur de A à Z. C'était magnifiquement bien fait. Il part à tapis contre roi dame et donc il est largement favori. Tombe un flop dame 6-6 qui lui fait pas vraiment peur. Turn tombe un roi qui fait une double paire à Loris. Mais Greg a toujours double paire par les as et les 6. Donc il continue à être devant. Et la river tombe un 8 et donc Greg gagne ce pot énorme et passe quasiment à 1000 € de stack. Grosse remontada de la part de Greg, il est super bien sur la session et on enchaîne avec une main qui cette fois-ci est jouée de mon point de vue. J'ai une paire de 10 en début de parole et étant donné que derrière moi il y a Adrien qui est chaud bouillant, je décide de call pour le laisser se chauffer, le laisser mettre de l'argent au milieu et pouvoir lui revenir dessus. À ce moment-là, il y a Michael qui décide de me relancer à 32 €. Et pour le coup, j'ai pas vraiment d'intérêt à partir à tapis contre lui. Je préfère call, jouer un coup post-flop et provoquer des erreurs dans son jeu. Mais vous allez le voir, les choses vont se passer de manière assez inattendue. On se retrouve en heads up sur un flop dame 9-7. Je check et là-dessus avec sa top paire, il décide de miser 48 €. Sur ce board avec ma paire de 10, je suis assez bien, j'ai énormément de backdoor qui font que même contre sa main, j'ai encore pas mal d'équité et en plus de ça, il peut avoir pas mal de mains en bluff, pas mal de mains que je domine et donc le plan ça va être de call flop et ensuite d'aviser selon les turns. Je call et turn tombe un roi de cœur. C'est une carte qui est vraiment absolument magnifique parce que quand le roi de cœur tombe, eh bien, j'ai aucun bluff dans ma range. Si j'avais valet 10, eh bien, je viens de faire quinte. Si j'avais un tirage couleur, je viens de toucher ma couleur. Si j'avais une main comme roi-valet, je viens de toucher un roi. Bref, c'est une carte qui renforce vraiment bien ma range et qui m'offre beaucoup de nuts. Alors certes, j'ai toujours des mains comme 10-10, 8-8, 8 et 9, 7 et 6 dans ma range, mais pour autant, c'est des mains qui en général ne vont pas jouer agressivement. Et donc, si je me mets à le sur-relancer ou à miser all-in river, eh bien, ça va lui mettre énormément de pression et ça va être assez difficile pour lui d'imaginer des bluffs. Donc je décide de check, et là-dessus, il décide de miser 108 €. Alors à noter que les stacks affichés c'est 276 €, mais les stacks ne fonctionnaient pas vraiment bien, en réalité j'ai beaucoup plus devant moi à ce moment-là. Et donc ici, on se retrouve sur un spot vraiment intéressant, où de mon côté j'ai énormément de mains fortes que je percute ici, j'ai toutes les quintes, toutes les couleurs que je peux avoir joué comme ça. En plus de ça, avec mon 10 de cœur, je bloque énormément de combinaisons de couleurs qu'il pourrait avoir dans sa range, et avec les 10, je bloque valet 10. Donc j'ai juste le candidat idéal pour bluff, et avec la pression que je lui mets en le relançant, c'est très difficile de call quelle que soit la main. Même s'il a une main comme As-Roi, il est vraiment très mal et en réalité, il est obligé de fold. Je le surrelance à 246 € et à savoir qu'il me reste environ 400-500 € derrière. Donc, il doit être prêt à call jusqu'au bout et à assumer la pression. Et là, il réfléchit un petit moment et très vite, il part à tapis avec As-Dame. De mon côté, je sais que je suis toujours derrière. Et j'imagine pas du tout qu'il a As-Dame, mais je me dis juste, il a dû toucher sa couleur avec une main comme As-Valet de cœur, et il a la meilleure main, et c'est tout. Et donc, il me retourne le As-Dame. Clairement, si il joue As-Dame comme ça, mon bluff, il est complètement dégueu. Et je me retrouve dans un spot où au final mes vidéos YouTube se retournent un peu contre moi, étant donné que j'ai fait le challenge 1000 € jusqu'à 100 000 € et que j'ai filmé absolument toutes mes sessions et que ce genre de spot de bluff c'est un de mes spots favoris et j'en ai énormément abusé, et forcément il y a des mecs comme Michael qui ont regardé quasiment tous les vlogs et du coup qui connaissent mes spots favoris de bluff et ça se retourne vraiment contre moi. Et donc je me retrouve dans une situation assez délicate parce que étant donné qu'absolument toute la table regarde mes vlogs, tout le monde me perçoit comme un joueur très agressif qui en fout partout, eh bien je me retrouve sur une table où en réalité je ne peux justement
pas du tout bluff, parce que dans absolument tous les pots, les joueurs décident soit de call, soit de me relancer, et en gros, personne ne veut abandonner les pots contre moi. En réalité, c'est pas vraiment gênant, car comme je l'ai dit, chaque adaptation est exploitable, et donc si tout le monde décide de mettre plein d'argent et de jamais fold contre moi, eh bien j'ai juste à attendre de toucher des bonnes mains et prendre le maximum quand je touche une bonne main. Mais forcément, ça me sort de ma zone de confort, et ça me force à adopter un jeu plutôt serré, plutôt conservateur. Et s'enchaîne une session pour moi où je suis assez card dead. Je me retrouve sur beaucoup de flops où je sais que je suis derrière et je me retrouve à chaque fois obligé d'abandonner. Et étant donné que je peux jamais bluff, eh bien je me retrouve dans des spots où je vois des flops, je sais que je suis derrière, et étant donné que les joueurs me perçoivent trop en tant que joueur agressif, eh bien, je ne peux pas bluff et je me retrouve obligé d'abandonner. De son côté, Greg joue de manière très solide et continue sa session assez tranquillement. Malheureusement, on est sur une table qui n'est pas du tout révélatrice de ce qu'on voit en casino, le niveau de la table est assez relevé. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui comprennent rien et qui font absolument n'importe quoi comme c'est le cas dans les casinos, mais ça reste un super entraînement. Et alors qu'il ne reste plus que 1 heure sur la session, il va y avoir 2 mains qui vont absolument tout changer. On se retrouve pour commencer avec une main où j'ai Dame 9 suité en small blind, je décide de call, Greg décide aussi de call, et Michael décide de checker en option. On se retrouve à 3 joueurs sur un flop As Dame 8. Je décide là-dessus de check, et Greg décide de miser 40 €. Michael décide de fold, et là on se retrouve dans un spot qui est ultra intéressant, parce que Greg mise 40 € dans un pot qui fait 20 €. Et en réalité, forcément, c'est une taille de mise qui représente soit des mains extrêmement fortes, soit des mains extrêmement faibles. S'il avait une main comme As-2, As-3, As-4, As-5, il n'irait pas miser aussi cher parce que forcément, il aurait peur de s'empaler et de se faire payer que par mieux. Surtout contre 2 joueurs. Et pour autant, il n'a pas vraiment énormément de mains fortes, parce que s'il avait des mains comme As-Valet, As-Roi, je décide évidemment de call, surtout qu'il y a pas mal de bluffs possibles et de tirages sur ce flop. Et donc je prends un petit moment de réflexion, et je décide de call. La turn tombe un 2, qui ne change absolument rien. Là-dessus, je décide de checker, et Greg décide aussi de check. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand Greg check sur un board aussi dynamique où il aurait probablement besoin de protection avec des mains comme Dame 8, et il aurait surtout envie de faire grossir le pot, eh bien, vu sa séquence de bêtes d'avoir misé très cher au flop et d'avoir polarisé sa range, c'est-à-dire qu'il a soit une main très forte, soit une main très faible, eh bien, il me donne l'information quasiment à 100% qu'il a une main qui est non faite. Turn tombe le 7 de pique qui fait rentrer les couleurs qu'il aurait potentiellement pu jouer comme ça, ce qui est une carte un peu chiante. Je décide de check, il décide de mettre un bon parpaing et mise 80 €. C'est un spot pour le coup qui est assez délicat, parce que je sais qu'il n'a pas de double paire, je sais que soit il a touché une couleur sur la river, soit il a absolument rien. Donc je réfléchis un moment, je compte les différentes combinaisons de bluff qu'il peut avoir, les combinaisons de couleurs qu'il peut avoir, et bien sûr la cote que j'ai par rapport à ce pot, et au final je décide de prendre la décision de call, et je remporte ce gros pot qui me remonte bien sur la session. Et quelques minutes après, on arrive à la main décisive de cette session. J'ai As-Roi dépareillé au cut-off. L'action standard ici est juste de relancer, mais je décide de call. Encore une fois parce que la table elle est assez agressive et je sais qu'on va me donner de l'action, mais surtout parce que je suis connu pour avoir des stratégies de limp pre-raise très orientées en bluff. Je l'ai beaucoup montré en vidéo, j'ai montré des stratégies de bluff dans ces spots, et donc j'estime que quand je vais utiliser une stratégie de limp pre-raise, les joueurs vont énormément me call ou me sur-relancer en bluff, et ça va me permettre de pouvoir faire grossir les pots avec une main forte. Donc je décide de jouer de mon image dans le plan de limp et sur relancer si on me donne de l'action. Et il y a Greg qui se réveille juste derrière avec As-Dame dépareillé et qui me relance à 32 €. Tout le monde fold jusqu'à moi. On a quasiment 800 € de stack devant nous. Forcément avec mon As-Roi je suis quasiment tout le temps devant. C'est le moment de faire grossir le pot et donc je décide de relancer à 130 €. Greg me call très rapidement et c'est là qu'il fait une erreur. Parce que si vous vous en rappelez bien, quand il a gagné son gros pot avec les As, c'était sur une stratégie de limp pre-raise. Et je lui avais justement dit que sur des tables qui étaient bien actives, où il y avait des joueurs sur la gauche qui étaient assez agressifs, c'était très intéressant d'avoir du limp pre-raise avec les mains fortes. Et donc s'il avait pris plus de temps pour sa décision pré-flop, eh bien il se serait rappelé que sur une table très active de ce genre, ma stratégie de limp pre-raise va être très forte et que son As-Dame va être assez dominé et qui va s'embarquer dans un coup vraiment compliqué. Mais forcément, on est sur la fin de soirée, on a fait beaucoup d'heures de session et donc ce qui est assez naturel, la fatigue s'installe. Et pour ne pas l'arranger, on se retrouve en heads up sur un flop As-Valet 2. C'est un board qui est vraiment terrible pour lui parce que maintenant que le pot fait 274 € et qu'il nous reste 600 derrière, eh bien ça va être très difficile d'éviter l'accident pour lui. De mon côté, j'ai vraiment de la chance, le flop est idéal.
Et donc, je décide naturellement de miser en value. Je fais un premier bet à 110 €. J'ai pas forcément envie de presser les choses et de miser trop cher, parce que dans tous les cas, on va facilement tout mettre au milieu. S'il a des mains comme Dame-Dame, Dame-Valet suité, Valet 10 suité par exemple, eh bien qu'il me call au maximum, parce que je sais que dans tous les cas, s'il a un As, ça sera facile pour moi de tout mettre au milieu jusqu'à la river. Et là, il me call instantanément en une demi-seconde, et pour le coup, ça me rassure énormément. Parce que s'il avait une main comme As-Valet ou une paire de valets, eh bien il irait réfléchir un minimum à potentiellement sur-relancer. Donc je sais qu'il a une main forte, mais une main qui est derrière la mienne, et donc ça me donne une information assez précieuse qui va m'aider pour la suite du coup. Turn tombe un 4. Encore une fois ici, je pourrais décider de faire all-in, mais pour moi ça serait vraiment dommage parce qu'on ferait trop fold des mains assez moyennes, et donc je préfère miser 230 et le forcer à call avec tous ses as faibles et potentiellement quelques valets. Il décide encore une fois de call très rapidement, le pot fait maintenant 1000 €, et je décide de faire all-in pour ce qui me reste. Et il décide de call, et il perd cet énorme coup. Honnêtement, même s'il avait pu éviter en foldant pré-flop, parce que ma mise elle est quand même très chère, une fois qu'il avait call au flop, il était dans ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire, il était déjà trop investi dans le coup pour fold. Les gars, j'espère que vous avez kiffé parce que la suite arrive la semaine prochaine, donc pensez à vous abonner, à liker pour rien louper, et pensez aussi à checker la description, il y a plein de liens utiles, des trucs stylés, allez checker. De mon côté, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne semaine. C'était une sacrée session. C'était pas les tables les plus faciles franchement. C'était quand même relativement sérieux. C'était pas les tables les plus faciles. Il y avait beaucoup de spots intéressants, donc là on est éclaté. Genre on s'est réveillé à 8h ce matin et il est 2h du mat. Du coup là on va bien dormir, faire une bonne nuit et ensuite on va tout débrief demain, voir les différents gros pots qui ont été joués, les erreurs qui ont été faites et créer un bon plan d'action pour la session de demain du coup. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi. Incroyable. Bonsoir, je suis fatigué. J'ai pas touché beaucoup de mains. Quand j'ai touché des mains, j'ai mal joué. J'ai hâte qu'on review tout ça, histoire de bien m'énerver contre moi-même. Comme ça, demain, on recommence. Youpi, bonne nuit. Chaud. Une erreur à un moment, j'étais fatigué, déconcentré. Et puis voilà, ça a coûté tout mon stack. Ça arrive, hein. Faut être concentré jusqu'au bout, comme dans un combat. Je laisse pas ta garde, je l'ai baissé, bah j'ai payé.